Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Par les temps qui courent, il y a un sujet qui revient bien sûr sur toutes les lèvres, dans toutes les vidéos, sur tous les articles, et c'est bien normal vu l'ampleur du phénomène. Mais je me suis dit que j'allais profiter de ce confinement général en France et en Belgique pour pouvoir parler d'un sujet bien précis. Les films d'horreur qui parlent de pandémies, d'épidémies et autres maladies. Plein de trucs très joyeux en i. Vous verrez que c'est un sujet qui a été pas mal traité, peut-être plus que vous ne le pensez, ou pas. On verra. Puis on aura à dire que comme ça, on retire au moins une toute petite chose positive de cette situation qui m'aura inspiré ce sujet de vidéo, qui me permet de surfer sur l'actualité. Et ça c'est cool. Enfin bon, j'espère que vous aimerez. En attendant, on peut diviser les films d'horreur qui parlent de virus en plusieurs catégories. Et voici la première. Ce n'est une surprise pour personne, mais le type de film dans lequel on retrouve le plus cette thématique, c'est évidemment le film de zombies. Même si tous ne prennent pas pour excuse le virus ou l'épidémie comme cause des morts vivants, il y en a tout de même un sacré paquet qui le fait. Que ce soit le virus T de Resident Evil, la mutation de la maladie de la vache folle de Bienvenue à Zombieland, le DC2 dans Planète Terreur, le langage infecté de Pontypool, etc. Bien souvent, le virus n'est pas nommé, car en réalité, il n'est en général qu'un prétexte à l'invasion des morts-vivants assoiffés de sang, et passe complètement au second plan, à part dans quelques cas. Les virus zombies sont la plupart du temps inarrêtables, ne connaissent ni remède ni vaccin, et le principal objectif des personnages de ces films est d'essayer de survivre, pas de résoudre le problème. Il y a évidemment des exceptions, comme avec World War Z, où nous suivons des personnages qui cherchent des solutions médicales entre autres, justement, mais souvent la solution trouvée est indirecte. Ici, le vaccin permet juste aux victimes de se cacher des morts vivants, pas de soigner la maladie. Parfois, nous suivons des zones de quarantaine organisées par les gouvernements ou les méthodes fortes qu'ils emploient pour tenter de repousser le virus. Dans Yumi, par exemple, les gens qui tentent de s'enfuir de l'hôpital infecté sont simplement abattus par l'armée, tandis que les victimes d'Anrex sont enfermées par les autorités à l'intérieur du bâtiment dans lequel les symptômes sont apparus. La priorité n'est plus de les sauver, mais d'empêcher la propagation du virus en dehors de ces murs. Eux tous seront simplement sacrifiés pour le bien du plus grand nombre. Du coup, dans les 3/4 des cas, une fois le virus répandu, le seul moyen plus ou moins efficace de protéger les citoyens est d'établir des zones de quarantaine protégées militairement. Comme souvent, le moyen de propagation du virus est la morsure. Empêcher les contacts avec les zombies est une bonne façon d'éviter de nouvelles infections. Mais bien sûr, le nombre de morts vivants augmente souvent tellement vite que les groupes armés finissent par être submergés, et les zones de quarantaine se font généralement contaminer et se transforment au fur et à mesure en de tout petits groupes de survivants pour lesquels il est plus facile de se cacher et dont les membres veillent les uns sur les autres. Parfois, de nouvelles micro-sociétés naissent après la catastrophe et sont bien souvent militaires, mais souvent, ces sociétés finissent par s'effondrer au cours du film. Enfin, dans de très rares cas, l'humanité finit par réussir à vivre malgré le virus zombiesque et adapte ses règles à ce danger omniprésent, mais désormais routinier. Les films de zombies ont parfois une dimension politique intéressante. Dans les Resident Evil, la compagnie Umbrella Corporation est à l'origine de la création du virus. Si cela avait été mieux fait, il y aurait évidemment un message contre les multinationales et les géants industriels. On retrouve la même thématique dans Dernier Train pour Busan, où une compagnie mise en faillite par les traders décide de déverser un virus qu'elle a mis au point sur le monde, ou dans Yumi, où un médecin a créé le virus dans le but de le revendre comme arme bactériologique à des gouvernements. C'est assez réaliste, car si réellement un tel virus existait et était créé de la main de l'homme, ils auraient probablement employé comme tel. Dans Planète Terreur, le DC2 est utilisé par une sorte de groupe terroriste, en sachant qu'ici, le virus peut également contaminer les gens en se propageant dans les airs. Les points qui reviennent souvent dans ces films sont évidemment l'impuissance des gouvernements à contenir les épidémies et l'incapacité de l'humanité à y faire face. Les apocalypses zombies veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. Après la propagation du virus, la société s'effondre et la majorité de la population disparaît, transformée en morts-vivants assoiffés de sang. Mais encore une fois, le virus en tant que tel est surtout un prétexte à l'invasion zombiesque, et beaucoup de films ne s'embarrassent d'ailleurs pas d'une excuse. La transformation en mort peut être issue d'un problème radioactif, de sorcellerie vaudou, comme dans l'enfer des zombies, ou alors reste de provenance inconnue, comme dans les films de Romero par exemple. Dans tous les cas, ces épidémies restent forcément et fort heureusement très irréalistes. On est plus dans du fantastique que dans de la véritable science-fiction. Peut-être juste parce qu'on parle quand même de morts qui se réveillent, ça c'est quand même un petit peu compliqué. Mais ce sous-genre et la réflexion qui en résulte permet de faire le lien avec le sous-genre suivant, qui lui est un tout petit peu plus réaliste.
Les films d'infectés sont historiquement et narrativement parlant liés aux films de zombies, qui restent leurs grands frères. Les malades ici ont plus ou moins les mêmes symptômes. Complètement enragés, ils s'attaqueront au premier qui passera devant eux et tenteront de le bouffer. Une morsure entraîne une contamination en général très rapide, ce qui provoque une propagation de l'épidémie similaire à celle des films de zombies. L'unique différence est en fait que nos malades restent vivants. Ils sont toujours humains, ils sont simplement malades. Très malades, ok, mais juste malades quand même. Cette simple différence change en fait tout, ne serait-ce que pour le réalisme de ces films. Tout à coup, un concept purement fantastique et impossible dans la réalité devient crédible. Un virus qui rendrait le malade agressif au point de le transformer en bête sauvage, c'est juste une exagération de certaines formes de rage existant réellement. Du coup, ces films en deviennent beaucoup plus effrayants puisqu'on se met à croire à cette possibilité. Enfin, laisser les malades en vie leur permettait également à l'origine de courir très vite pour essayer de choper leurs victimes, là où les zombies étaient de base très lents puisque morts. Cet état a aujourd'hui changé puisqu'après quelques films d'infectés, les zombies se sont inspirés de cette furie et se sont également mis à courir dans de nombreux films aux grandes dames de Romero. Aussi, des infectés, on est bien obligé de les soigner. On peut pas simplement les abattre comme on le fait avec des zombies qui sont finalement déjà morts. On n'a plus grand chose à espérer pour eux. Les thématiques de ces métrages restent globalement similaires à celles des films de zombies, sauf que réalisme oblige, elles sont traitées plus sérieusement. Dans 28 jours plus tard, par exemple, l'épidémie est provoquée par la libération de singes enfermés dans un laboratoire par un groupe de militants écologiques. Encore une fois, tout de suite, ça rend le film plus crédible et réaliste et nous plonge dans un univers similaire au nôtre. Ensuite, il y a le traitement de l'épidémie. L'Angleterre a été complètement évacuée car en l'absence de vaccins et face à la vitesse de la propagation, la seule solution trouvée était de laisser les malades mourir de faim. Encore un avantage désinfecté sur les zombies, les restes humains et donc mortels. Donc de nouveau, le gouvernement préfère sacrifier les malades pour endiguer l'épidémie, faisant le choix de sacrifier une partie de la population. À nouveau, ces films se font souvent critiques de la société d'une façon ou d'une autre, tentant souvent maladroitement de marcher là sur les traces de Romero. Ça reste dans la majorité des cas assez artificiel, voire anodin, comme dans Mayhem de Joe Lynch, qui se veut être une critique du système de travail avec ses employés de bureau soudain infectés par le ID7, un virus qui les pousse à obéir à leurs pulsions primaires. Mais nous sommes ici dans de la comédie, alors ça passe un petit peu mieux. Romero, le maître en la matière, a lui aussi tourné un film d'infectés, sans les zombifier pour une fois. The Crazies, ou La Nuit des Fous Vivants en français, qui a d'ailleurs aussi connu un remake, se met lui à critiquer le gouvernement et surtout l'armée et ses expérimentations avec le Trixie, ce produit chimique top secret qui contaminera la rivière de Evans City suite au crash d'un avion militaire. La folie devient alors contagieuse, comme le disait l'affiche de l'époque, mais la plus grande des folies est peut-être la réponse de l'armée, confinant de force la petite ville et n'hésitant pas à user de la manière forte pour obliger sa population à s'y tenir. Mais malgré des partis pris qui encouragent le réalisme, le cinéma fantastique s'est également emparé de la figure des enragés. Les films comme Rage de Cronenberg ou son remake Rabid des Sœurs Soska nous présentent une héroïne qui deviendra le foyer d'une véritable épidémie de rage très agressive à cause de sombres agissements d'un chirurgien esthétique dérangé. Les avances de la médecine et de la technologie médicale provoquent la réflexion de Cronenberg puis des Sœurs Soska, et le résultat est plutôt effrayant, plus proche à certains moments du body horror que du film de zombies. Les invasions d'infectés, outre le spectacle zombiesque qu'elles nous offrent pour notre plus grand plaisir, poussent les scénaristes à la réflexion. Plus que pour les films de morts vivants pour lesquels le réalisme passe souvent au second plan, il est intéressant de se demander qu'est-ce qui infecte les gens? Un produit toxique? Un virus? Des modifications génétiques? Il faut presque obligatoirement une raison pour rendre l'histoire crédible. Mais le plus intéressant vient donc de cette origine. Qui en est la cause et dans quel but? C'est ainsi qu'on se retrouve presque toujours à critiquer un système où la course au profit et au pouvoir prédomine toutes les autres valeurs. Géants industriels, sociétés pharmaceutiques, chirurgiens réputés, armées et gouvernements cherchant le moyen de s'enrichir ou de devenir plus puissants, d'éradiquer la concurrence ou leur potentiel adversaire politique ou militaire. Et à chaque fois, leur produit leur échappe. Le produit toxique s'échappe dans la nature après un crash, le virus est libéré par erreur, ou ceux qui pensaient pouvoir le contrôler se retrouvent débordés. Dans tous les cas, ce sont toujours les mêmes qui encaissent, la population. Tous ces films restent évidemment très proches du film catastrophe, voire même du film de fin du monde. La plupart, voire 100% des épidémies que nous avons connues dans l'histoire restent moins impressionnantes que celles contenues dans ces films. Mais malgré tout, l'humanité a déjà connu des virus bien corsés et il n'est pas forcément indispensable de se creuser la tête pour pouvoir en inventer un, car, spoiler, il en existe déjà ou il en a existé. Certaines maladies réelles et véritables ont donc déjà fait fonctionner les neurones de certains scénaristes. En voici quelques exemples. La terreur que peut nous inspirer certains textes moyenâgeux quant à la peste noire a évidemment donné quelques films, même s'ils sont étonnamment assez peu. Dès 1919, le métrage muet La peste à Florence de Otto Rippert, qui se déroulait durant la Renaissance, nous montrait la peste noire comme une punition divine. Ici, guère de quarantaine ou de traitement, seule la prière et la repentance pourront éventuellement sauver les malades.
On retrouvera ce type de pensée dans beaucoup d'histoires parlant de la peste, comme dans Anazapta, qui est plus un thriller qu'un véritable film d'horreur, mais ce n'est guère étonnant. Autoflagellation, prières à répétition et messes de fortune constituaient réellement des tentatives de remède à la peste durant certaines périodes historiques, tant l'épidémie semblait à l'époque être un véritable fléau divin. Black Death, récit de Dark Fantasy, utilisera également la peste dans un but similaire, même si celle-ci sera mêlée à une sombre histoire de sorcellerie et de village maudit, et n'occupera donc finalement pas forcément une place majeure. On pourra y voir Sean Bean mourir à nouveau, et pas de la peste, croyez-moi. Et en s'éloignant de l'horreur en tant que telle, nous pouvons trouver des films comme Pars vite et reviens tard, adaptation française du bouquin du même nom, sorte de polar noir comme il y en avait tant en France au début des années 2000, où la peste réapparaît de nos jours. Rien de trépidant à se mettre sous la dent, nous y suivons surtout l'enquête policière tentant de découvrir qui se cache derrière ce nouveau début d'épidémie. Sorcière, scientifique fou, Dieu lui-même, la peste a cette particularité qu'elle semble toujours devoir être l'œuvre de quelqu'un ou de quelque chose, et surtout, elle paraît suivre un but précis. Tuer, se venger, punir. Elle devient alors dans toutes ses œuvres presque un personnage à part entière, ou en tout cas acquiert un statut bien loin de celui de simple virus. La peste est mauvaise et est employée à des fins mauvaises. Mais revenons à notre époque qui a elle aussi connu quelques maladies effrayantes, ce qui est évidemment parfait pour les scénaristes. Vous rappelez-vous de la grippe aviaire ? En 2004, elle avait beaucoup fait parler d'elle puisqu'on en avait découvert une souche qui était transmissible à l'homme, alors que d'habitude, elle ne concernait que les oiseaux. Très contagieuse, elle avait terrifié le monde comme la grippe porcine, la fièvre afteuse ou encore la maladie de la vache folle avant elle. Mais finalement, elle avait été plutôt bien gérée, du moins dans nos contrées. Cela n'a pas empêché le réalisateur coréen Kim Seong-soo d'en faire un film en 2013, Pandémie, mettant en scène une souche particulièrement agressive de cette grippe qui apparaît en Corée du Sud avec l'arrivée d'immigrés clandestins dans le pays. Ce film, qui n'est de base pas un film d'horreur, devient particulièrement terrifiant à cause de la gestion de la pandémie du gouvernement, particulièrement cruelle et impitoyable, tombant même à plusieurs reprises dans de l'exagération pure et simple. Néanmoins, il nous offre quelques plans purement infernaux avec cet horrible et gigantesque amas de corps infectés, morts ou vifs, peu importe, qui sont entassés les uns sur les autres puis brûlés de façon inhumaine. Je pense qu'aucun gouvernement n'entreprendrait des marches à suivre aussi barbares, mais le reste des mesures prises par ces dirigeants fictifs reste intéressante. Ville mise en quarantaine, population embarquée de force et dispatchée dans deux camps distincts, celui des malades et celui des non-malades. Nous y suivons également les discussions des responsables médicaux avec ceux du gouvernement, où les dirigeants sont dépeints assez grossièrement comme des penseurs sans cœur, ultra pragmatiques qui n'hésitent pas à éliminer des centaines de milliers de personnes. L'armée est montrée comme particulièrement violente et pas forcément compétente, mais est présentée comme un outil aux mains des dirigeants, servant à contenir la population et à faire leur basse besogne. Bref, on y retrouve les mêmes codes que dans les films dont j'ai parlé précédemment, mais de façon exacerbée. Sinon, il arrive qu'un personnage particulièrement abject se trouve être pire, finalement, que l'horrible maladie avec qui il partage l'affiche. C'est le cas de l'abominable Kai-Sai dans Ebola Syndrome, film hongkongais de catégorie 3 dont le personnage principal est probablement l'un des plus ignobles que j'ai pu voir dans un film. Il contracte le terrible virus Ebola en Afrique alors qu'il viole une malade agonisante. Cela vous montre déjà un petit peu le niveau de morale du bonhomme. Il ne s'arrêtera pas là, durant tout le film, il tuera, violera, découpera ses victimes et les servira en hamburger à des centaines de clients, propageant ainsi Ebola dans tout Hong Kong. De par son absence totale de morale, Kai-Sai éclipse bien vite la terreur dégagée par la pandémie, et il est le véritable virus de ce film. Néanmoins, cette épidémie, associée à ce psychopathe, forme un duo des plus traumatisants, et à nouveau, cela transforme Ebola en arme meurtrière. Kai-Sai est un porteur sain du virus, et en est conscient. Il sait pertinemment qu'il est extrêmement contagieux, et l'utilise même à plusieurs moments pour menacer ou agresser ses opposants, et notamment des représentants de l'autorité. En faisant de son anti-héros un porteur sain, finalement, Kai-Sai devient presque une incarnation consciente de la maladie, vu qu'il déclenche une épidémie de façon tout à fait volontaire et qu'il utilise consciemment ce virus comme arme. Il devient donc une personnification de l'Ebola, et comme bien souvent, cela nous donne un personnage particulièrement maléfique et malfaisant. Et nous voici en présence d'un élément très intéressant de la plupart des films d'horreur qui parlent de maladie. Celles-ci sont souvent traitées comme des armes mortelles ou comme des personnages mauvais, des antagonistes. Dans l'inconscient collectif ainsi que dans la fiction, le virus devient quelque chose de foncièrement mauvais et négatif, et il perd donc sa nature neutre qu'il a en réalité. Narrativement parlant, je trouve ça plutôt intéressant. Mais si certains films nous ont donc proposé des virus existant réellement pour nous faire peur, certains scénaristes ou réalisateurs ont décidé de créer leur propre virus tout en restant assez crédibles pour rendre la chose terrifiante. Ils ont donc pris des maladies qui pouvaient potentiellement exister et les ont amplifiées, mais genre fois 1000, pour les rendre aussi horribles qu'angoissantes. Cela nous donne des métrages qui restent réalistes, voire crédibles, mais qui nous proposent des maladies souvent gore, souvent qu'on n'imaginerait même pas dans nos pires cauchemars. Et c'est de ce genre de métrages, probablement les pires de ma liste du jour, que je vais vous parler maintenant.
il est l'heure de parler de films que vous attendez probablement depuis le début de la vidéo, à savoir la franchise des Cabin Fever. Créés et initiés par Eli Roth, les 4 films de cette saga sont ceux qui m'ont initialement donné envie de faire cette vidéo. Et pour cause, ils comportent une particularité intéressante. Ils exploitent la peur primaire que les spectateurs ont de la maladie. Vous savez, cette peur que nous avons tous en nous parce que nous avons tous perdu des êtres chers, que nous avons peut-être déjà frôlé la mort à cause d'un virus ou que nous avons été témoins d'horribles images ou récits aux infos, par exemple. Cette peur qui nous pousse à regarder bizarrement cette asiatique assise 2 sièges plus loin dans le métro, à vider les rayons de PQ dans les supermarchés en période de confinement ou à se laver les mains jusqu'au sang pour éliminer les microbes potentiels. Tous les films dont j'ai parlé aujourd'hui exploitaient au moins en partie cette peur répandue et banale, mais n'en faisaient pas pour autant le point central de leur intrigue, du moins dans l'extrême majorité des cas. Ici, les différents épisodes de Cabin Fever utilisent cette angoisse pour terrifier son spectateur et lui faire penser la phrase « Je n'aimerais pas que cela m'arrive ». Le premier film est sans doute le meilleur, est une comédie gore qui peut devenir franchement terrifiante pour ceux qui sont un petit peu hypocondriaques. Avec sa structure semblable à celle d'un slasher pour ados, mais où le tueur masqué est remplacé par un horrible virus dévoreur de chair, il met d'abord le spectateur en confiance, lui faisant croire qu'il est en terrain connu avec ce groupe de jeunes stéréotypés, cette cabane perdue au fond des bois, etc. Avant de le mettre face à un mal contre lequel il ne peut rien faire et donc de lui faire perdre ses repères. Car c'est bien là le plus terrible avec les virus dans les films d'horreur, on ne peut pas les affronter ni les fuir. Une fois que vous êtes infecté, c'est terminé et personne ne pourra vous aider, ni les médecins, ni l'armée, ni vos parents, personne. D'autant que dans Cabin Fever, la maladie en question est juste horrible et douloureuse avec ces personnages qui perdent des lambeaux de chair et vomissent du sang à foison jusqu'à ce que leur corps perde toute consistance. Et ils ne recevront guère d'aide, la réaction des locaux étant de les isoler puis de les assassiner pour éviter une propagation de la maladie. Une idée qui sera exploitée encore plus loin dans le deuxième opus, comédie déjantée ultra gore, durant laquelle des élèves d'un lycée seront infectés par la maladie alors qu'ils étaient en plein bal. Ils seront enfermés dans leur école par l'armée qui éliminera chaque étudiant tentant de prendre la fuite. Une idée qui a également été exploitée dans d'autres films comme nous l'avons vu précédemment. Ici, pas de tueur armé d'une machette ou d'un gant griffu, mais un mal invisible et mortel qui n'épargne personne et qui ruine des chouettes moments comme un été entre potes, un bal de fin d'année, etc. Dans le petit film de J-Horror Infection de Masayuki Oshiai, nous avons un virus qui liquéfie les organes internes des malades. Une sorte de bouillie verte infâme leur sort alors des orifices avant de faire fondre leur corps peu à peu de l'intérieur. C'est juste glauque. Mais au-delà de ça, ce qui est mis en avant, c'est l'incapacité de l'hôpital à gérer une telle pandémie. Sous-effectif, budget insuffisant, matériel obsolète, personnel incompétent, médecins plus concernés par leur carrière que par l'état de leurs patients, etc. Certaines de ces problématiques ne seront pas sans vous rappeler des problèmes que nos hôpitaux et cliniques ont rencontrés ces derniers temps. Qu'en pensez-vous ? Mélange entre hallucination et véritable maladie, le film ne sait pas toujours sur quel pied danser et reste finalement assez chaotique, mais a l'originalité de se dérouler du point de vue des médecins, ce qui reste assez rare. Sinon, loin des épidémies, Thanatomorphose de Eric Falardeau nous fait suivre le calvaire horrible d'une jeune femme dont le corps se met subitement et irrémédiablement à pourrir. Le film est dur à suivre, très gore, donc évidemment âme sensible s'abstenir, et met le spectateur dans la peau inconfortable d'un voyeur au goût plutôt discutable. À nouveau, le soulagement d'assister à ce spectacle et non pas à le subir, et la crainte de connaître un jour un sort similaire prend le spectateur durant son visionnage. Et encore une fois, Laura ne pourra espérer d'aide de qui que ce soit. Lentement mais sûrement, son corps se décomposera, n'épargnant rien à son public. Partie du corps qui tombe, asticots écœurants, fluide corporel en veux-tu, en voilà, bref. On ne connaît même pas réellement l'origine de ce mal, si ce n'est qu'à la base, ça ressemble à une sorte d'empoisonnement ou d'intoxication alimentaire qui aurait très mal tourné. Certains de ces films sont vraiment durs à visionner, et je ne les conseillerais pas à n'importe quel type de public. Donc, prudence avant de les regarder. Voilà, je vous ai prévenu. En tout cas, de toutes ces catégories et de tous ces innombrables films, il y a quelques leçons qu'on peut tirer. Les films d'horreur pandémiques sont plutôt nombreux, mais cela ne constitue pas un genre à part entière. Ils partent souvent d'un autre sous-genre, comme le film de zombies, la comédie gore, le slasher, le torture porn et j'en passe, pour en faire quelque chose de plus ou moins original en introduisant un virus dans leur histoire. Ces virus en question sont intéressants puisque, comme nous l'avons vu, ils sont bien souvent traités comme des antagonistes. Et contrairement aux autres types d'ennemis que les films d'horreur et d'épouvante proposent, il n'y a aucun recours possible. Les médecins, toujours dépassés par la situation, deviennent plus inutiles que le moins bon des exorcistes dans un film de possession. Les gouvernements et les autorités finissent en général par se retourner contre les malades plutôt que de leur tendre la main, rajoutant cette sensation d'isolement et de fatalité pour les victimes et le spectateur. D'ailleurs, l'un des intérêts principaux de ce type d'œuvre est la critique, souvent facile et cliché, mais néanmoins présente, des infrastructures médicales, nos gouvernements, l'égoïsme et l'individualisme des êtres humains, voire même tout simplement de nos sociétés. Ces simulations de pandémie fort heureusement peu crédibles et exagérément horribles en disent parfois long sur le contexte historique et politique dans lequel elles sont sorties ou ont été produites. Et en ce moment, alors que nous en subissons une, nous pouvons être heureux qu'elles se déroulent tout de même beaucoup mieux que dans toutes ces fictions.
même si celle-ci nous encourage encore plus à respecter les mesures de confinement et de sécurité imposées, histoire que cette pandémie se déroule le mieux possible et s'arrête bientôt, on l'espère. Donc j'espère que cette vidéo et tous ces films dont j'ai parlé ou que j'ai simplement évoqués vous auront diverti. C'est très intéressant parce que des films d'horreur traitant de maladies, il y en a eu à toutes les époques et partout dans le monde. Rien que dans cette vidéo, j'ai pu évoquer ou vous montrer des extraits de films venant d'Allemagne, des États-Unis, du Canada, de France, du Japon, de Corée du Sud, de Hong Kong et j'en passe et des meilleurs. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une liste Sens Critique avec tous les films dont j'ai parlé dans cette vidéo, et cette liste sera dans la description. Donc s'il y a l'un ou l'autre long métrage qui vous intéresse, vous pouvez en retrouver le titre dans cette liste. Voilà. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, on se retrouve très bientôt pour parler de films d'horreur, mais surtout, d'ici là, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.